Alors, bonjour à toutes et tous. Je tiens d'abord à remercier le CREMIS et Cécile Van de Waal de m'avoir invitée ici. Je suis aussi impressionnée par les personnes qui sont là. Il y a des personnes qui sont expertes dans le domaine du curateur public. Et j'ai hâte de voir comment ce que j'ai fait là depuis septembre 2018, enfin, va être reçu, va être soumis à discussion. C'est une recherche postdoctorale que je mène entre la Suisse et le Québec. Là, je vais parler principalement du Québec, mais en éclairant avec quand même ce qui se passe en Suisse pour finalement mettre en perspective certains faits. Et c'est une recherche en train de se faire, donc c'est une recherche en processus. Il y a des parties qui sont encore en question, mais je vais amener les choses au fur et à mesure. On m'a aussi dit de parler de concret. Je vais quand même amener quelques outils théoriques parce que ce n'est pas un cadre de pensée, mais c'est vraiment des outils, des instruments qui aident à penser ce sujet de régime de protection. Et donc, je vais en parler aussi. Avant de commencer, j'ai l'impression de me situer, puisque la connaissance est située. Oui. Si ce serait possible de parler un petit peu plus fort, parce qu'au fond... Ok, comme ça va. Ok. Alors, déjà, je fais de la sociologie constructiviste, donc ça veut dire que je regarde les choses comme construites socialement, elles bougent à travers le temps, elles sont mouvantes. C'est pour ça que sur la curatelle, j'ai aussi une perspective historique. Ça permet de mettre en lumière ces changements. Je m'intéresse aux inégalités, à la production, à la reproduction des inégalités, et quand même avec cette question fondamentale de comment est-ce que c'est possible que ces inégalités se reproduisent, se creusent toujours, qu'elles soient justifiées, qu'elles continuent sans qu'il y ait forcément de révolte. Et c'est vraiment ça, je pense, qui est à la base de mon travail. Et l'outil que j'utilise pour ça, c'est de m'intéresser à tout ce qui est processus de catégorisation. Comment on catégorise des personnes, comment on les rend différentes, et des fois comment on hiérarchise ces personnes justement en fonction de catégories de différence. Je fais une analyse de politique sociale dans la formulation des politiques, c'est-à-dire dans les textes, mais aussi dans l'application, au niveau justement des discours, du travail social, et par exemple là, des décisions judiciaires. Je m'intéresse aux normes sociales, c'est-à-dire à ce qui est considéré comme normal. Ça veut dire que par rapport au dispositif de régime de protection à la curatelle, on va voir en fait qu'est-ce qui est en écart à la norme, qu'est-ce qui fait que ces personnes ne sont pas considérées comme aptes. Je travaille dans une perspective d'imbrication des rapports de pouvoir, donc je m'intéresse au genre, à l'âge, à la classe, à l'ethnicité. Et je m'intéresse également aux affects parce qu'en sociologie, c'est difficile de théoriser les affects. Souvent, les outils restent des outils binaires qui entraînent aussi des divisions et des hiérarchies, par exemple entre raison et émotion, corps et esprit. Et dans le domaine de la curatelle, en fait, on retrouve ces divisions binaires, hiérarchisantes, et c'est pour ça que en fait, j'utilise aussi les affects dans une perspective sociologique pour tenter une analyse de mes données. Je vois que donc ça, c'est mon point de vue de départ. Aujourd'hui, je vais vous parler, j'ai dit rapidement de certains outils, l'âge comme rapport de pouvoir, l'adultéité comme la norme dans le système des âges, les droits de l'adulte et puis une perspective qui est la perspective du capacitisme, qui vont servir d'introduction à ensuite mon terrain. L'âge, c'est un système de classement, c'est clair, c'est une catégorisation, mais il justifie des différences au niveau de la distribution de l'autorité, du statut, de l'argent. Par exemple, il est considéré comme normal que des jeunes gagnent moins que des personnes plus âgées, et ce n'est pas remis en question. L'âge aussi entraîne des rapports d'autorité et de domination. Par exemple, c'est intéressant parce qu'en Suisse, dans le code civil, en fait, l'enfant doit obéissance à ses pères et mères. Tandis qu'au Québec, l'enfant doit respect à ses pères et mères. C'est déjà des cadres qui sont un peu différents en termes de rapport d'autorité, qui sont peut-être moins dans un cadre de domination au Québec. Concernant l'âge aussi, l'activité la plus valorisée de l'âge adulte, c'est l'emploi, et c'est aussi par l'emploi qu'on acquiert ce fameux statut d'indépendance dans la société actuelle. Et donc l'âge adulte constitue la norme,
Et cette norme sera celle en vertu de laquelle les autres âges seront évalués. Par exemple, justement, la vieillesse, hein, une des questions qui se pose, est-ce qu'on reste adulte? Jusqu'à quel âge reste-t-on adulte? Est-ce qu'on est toujours adulte, par exemple, quand on sort de l'emploi? Enfin, c'est ces questions-là qui m'intéressent. Et j'ai pris une citation d'Annie Bergeron qui dit qu'au travers de ces politiques de la famille, de l'éducation, de la protection sociale et de la santé, au travers de la mise en œuvre des systèmes de retraite et de pré-retraite, les pouvoirs publics ont réagi peu à peu, quand ils ne les ont pas inventés, la prime enfance, l'enfance, la jeunesse, le troisième, le quatrième, bref, tous les âges de la vie, sauf l'âge adulte. Et c'est pour dire que l'âge adulte, encore en sociologie, c'est souvent un impensé. On va voir les transitions vers l'âge adulte, on va s'intéresser à ces phases-là, mais finalement, les adultes, c'est qui? C'est une catégorie qui est quand même hétérogène, diverse, et c'est ça, en fait, que j'ai voulu éclairer dans ma recherche. Et par rapport à l'adultéité, en fait, en analysant les débats parlementaires, je suis arrivée, je ne sais pas si vous arrivez à lire au fond, sur une belle citation en fait du réseau d'action en information pour les femmes, qui disent, ces femmes-là disent, nous voulons illustrer encore le fait qu'il est important d'inclure dans le projet de loi numéro 106 les prérogatives d'adultes, car nous avons l'état d'adulte. En 1928 ou 1929, nous avons eu le droit d'être considérés comme des personnes et c'est inscrit. Vous l'inscrivez maintenant que tout être humain doit avoir, surtout à la naissance, un sujet de droit. C'est une personne, mais le droit d'adulte n'est pas inscrit. Donc en fait, hein, en 83, au moment aussi des discussions autour du nouveau code civil, en fait, il y a ce droit d'adulte qui apparaît dans les débats. Certains droits liés à l'adulte, parce que dans le droit, en fait, il est normal de parler de l'adulte, puisque c'est à ce statut particulier que tous les droits sont rattachés. Donc là, j'ai listé une partie des droits qui sont reliés à l'âge adulte. Et qui ne sont pas des droits, justement, des enfants, et qui sont des droits qui peuvent être retranchés ou perdus dans la situation des régimes de protection. C'est des droits qui peuvent être aussi considérés comme genrés. Par exemple, c'est le droit de transmettre son nom. Il n'a pas été... c'était pas le droit, par exemple, des femmes jusqu'à une certaine période. Et par rapport à ça aussi, hein, jusque dans les années 60, les femmes étaient sous la tutelle de leur mari. Donc elles n'avaient pas aussi cette capacité justement juridique que les hommes avaient. Oui, le droit de boire de l'alcool, donc c'est aussi des pratiques sociales qui sont reliées à ce statut d'adulte, qui est un statut de pouvoir dans différents domaines de la vie et qui est souvent impensé parce qu'à partir d'un certain âge, on a cette majorité, mais sans vraiment se questionner à un certain moment, tiens, c'est quoi les droits en fait? Quels sont les droits auxquels j'ai accès avec ce statut particulier? Un autre outil, le dernier dont je vous parle avant de commencer, c'est le capacitisme. Qui met en lumière, là je veux dire, les processus de différenciation et de hiérarchisation qui évaluent les filles dans une altérité inférieure, les personnes dont les capacités ne sont pas conformes aux standards et les empêchent d'avoir accès à tous les privilèges de la normalité. Donc dans cette perspective-là, le fait d'être considéré comme normal donne accès à certains privilèges. Et c'est une perspective qui vient des disability studies. Que certaines vies valent moins que d'autres, justement à l'aune de ce système capacity, c'est-à-dire qui va mesurer les capacités des personnes. Et les corps qui sont catégorisés comme en situation de handicap, en fait, peuvent être dans ce système-là l'objet de mesures contraignantes, hein, comme l'institutionnalisation, les traitements invasifs et douloureux, des curatelles, des tutelles imposées. Il y a aussi des stérilisations de justement ces corps considérés comme inférieurs, différents. Ma recherche là-dedans, moi ce qui m'intéressait, c'était de saisir en fait cette adultité. Qu'est-ce que c'est qu'être adulte? Qu'est-ce que c'est les marqueurs sociaux de l'adultité, les attributs de l'adultité? Et c'est pour ça que je me suis intéressée à la curatelle, à la tutelle, aux mesures de protection.
parce qu'il s'agit justement d'adultes qui sont en âge d'être adultes, donc au niveau de l'âge chronologique, ils ont atteint ce fameux seuil qui fait qu'ils vont être considérés comme des adultes, mais à qui, pour différentes raisons, on retranche des droits. Et c'est en fait en regardant en creux les droits qui sont enlevés à ces personnes que ça permet justement de construire cette fameuse figure idéale typique, un peu mythique, de l'adulte qui est construite par le droit. Pour le faire, j'ai fait une première démarche historique où j'ai analysé des débats parlementaires, des textes, des registres, pour en fait retracer l'histoire de la curatelle publique au Québec, en Suisse et particulièrement à Genève. Et justement, cela, comme je l'ai dit, nous permet de repérer le caractère mouvant des catégories et de se distancier des allants de soi par rapport à certaines catégorisations. On considère comme normal qu'il y ait certaines catégories de personnes qui soient, par exemple, protégées. On le verra après. Ça n'a pas été le cas, justement, à tout moment, au courant du XXe siècle. Et puis, la deuxième partie de ma recherche, en fait, elle consiste à saisir en fait les différences et les ressemblances entre les situations qui concernent les mesures de protection, à relever la diversité des situations, de nouveau dans une perspective d'imbrication des rapports sociaux, parce que vous le verrez, avec cette perspective capacitiste, donc qui dévalue certaines vies au regard des capacités, en fait, ce qui se passe dans les débats parlementaires, c'est que tout ce qui est de l'ordre de la classe sociale, du genre, de l'âge, en fait, disparaît. Parce que cette situation d'incapacité, finalement, est la dimension qui apparaît la plus visible. Mais ça, on le verra au fur de l'analyse. Donc, j'ai fait des entretiens avec des membres d'associations de défense des droits, du personnel de travail social, des travailleuses et travailleurs sociaux qui font des évaluations psychosociales pour définir justement qui est inapte. On verra après le dispositif légal. Des tuteurs, des tutrices, des curateurs privés donc, qui s'occupent d'un proche, d'une proche. Puis aussi des proches de personnes qui sont sous curatelle ou sous curatelle publique et qui n'ont pas eux-mêmes le mandat de s'occuper de leur. Et puis j'ai aussi analysé des décisions qui ouvrent des régimes de protection au Québec, et puis c'est en train de se faire justement à Genève. Aussi pour relever en fait ces différences, enfin vérifier s'il y a aussi une différence justement entre la position sociale et les mesures après qui seront attribuées aux personnes. Ce qui n'est peut-être pas le cas, mais pour l'instant. Donc, qu'en est-il au Québec? J'ai plongé dans les documents historiques et avant de passer à la curatelle, ce qui est intéressant, c'est l'interdiction. L'interdiction, c'est une procédure qui interdisait certaines personnes, qui leur enlevait leurs droits et qui leur nommait à ce moment-là un tuteur. Et là, on est dans le Code civil qui est entré en vigueur en 1886. Le majeur ou le mineur émancipé, c'est le mineur qui peut sortir, on va dire, de la puissance paternelle avant l'âge de la majorité, qui est dans un état habituel d'imbécilité, démence ou fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. Et doivent également être interdits ceux qui se portent à des excès de prodigalité qui donnent lieu de craindre qu'ils ne dissipent leurs biens. Donc il y a aussi les prodigues, donc toute l'histoire de l'héritage et des biens est au cœur aussi du droit de la curatelle et de la tutelle. Donc la vision de l'individu, c'est aussi une personne à laquelle on rattache justement des biens et on va se poser la question de comment c'est administré. Et là, j'ai aussi mis en Suisse le Code civil de 1912 parce qu'en fait, on retrouve les mêmes catégories de personnes, la prodigalité, bon là il y a aussi l'ivrognerie. Il y a un côté plus moral, en tout cas dans la formulation du Code civil, mais finalement, c'est les mêmes catégories qui sont visées par cette procédure d'interdiction qui fera qu'une personne, on lui enlèvera des droits. Il n'est nulle question à ce moment-là de protection des personnes. On ne va pas leur enlever des droits pour les protéger, on va leur enlever des droits parce qu'ils sont considérés comme déviants pour la société, potentiellement dangereux et qu'ils ont des comportements qui sont vus comme inacceptables. Donc on n'est pas dans
dans la rhétorique justement actuelle en termes de mesures de protection. La curatelle publique, elle a vu le jour en 1945 au Québec, en fait, pour la raison d'administrer les biens de la population asilaire qui n'était pas interdite. C'est-à-dire que les personnes qui étaient frappées d'interdiction, en fait, avaient un tuteur, étaient dans une procédure, mais les personnes qui arrivaient dans des asiles à ce moment-là, eh bien, elles n'avaient pas de tuteur, de curateur, en fait, qui s'occupait d'elles. Et c'est pour elles, en fait, que cette procédure s'est mise en place, enfin, que cette institution s'est mise en place, et surtout pour administrer leurs biens, parce qu'il n'y avait justement personne pour les administrer. Au moment où les personnes entraient dans l'asile, un certificat d'incapacité était émis par le surintendant médical, et en fait, la personne était considérée comme incapable juridiquement. J'ai choisi cette période de 1945 à 1962, alors qu'il n'y a pas de grands changements de loi en 1962, mais c'est une période où dans les débats parlementaires, les registres, on ne parlera aucunement des droits de ces personnes-là. Il est question d'administration des biens. Il y a énormément de débats qui portent sur comment est-ce qu'on peut administrer les biens de ces personnes-là. Est-ce qu'on peut, par exemple, mettre tous ces biens dans un pot collectif et les placer? Est-ce qu'on peut utiliser des obligations? Enfin, c'est vraiment les biens qui sont au centre, et jamais on ne va parler des personnes. Ces personnes-là sont en majorité des personnes pauvres, donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la classe sociale qui se joue, qui sont très éloignés en fait des députés qui parlent dans les débats parlementaires. Ces catégories, elles sont durables. Ça veut dire que dès le moment où vous êtes interné dans un asile, on ne pense pas que vous allez en sortir. C'est vraiment des catégories justement et qui sont considérées comme déviantes. On parle peu des femmes dans les débats, parce que les femmes n'ont pas de bien. J'ai trouvé dans un rapport en fait que 98% des femmes n'avaient pas de bien justement. Et puis on parle peu des filles mères parce que ça ils en parlent. J'ai trouvé davantage en Suisse, mais il y a aussi en fait toute la gestion des enfants dits illégitimes, donc les enfants qui n'ont pas de père et qui vont avoir un curateur au ventre qui est nommé. Donc c'est les enfants non nés qui ont un curateur jusqu'à leur naissance, dont on ne parle pas dans les débats, alors que c'est aussi une forme de curatelle. Et puis bon, la population autochtone n'apparaît pas dans les débats, et d'ailleurs tout ce qui est protection des personnes n'est pas traité au niveau provincial mais fédéral. Donc ça c'est la première étape. Il semblerait que ce soit parce qu'il y a eu aussi une augmentation des dossiers et que finalement les biens, c'est devenu difficile à gérer pour ces surintendants médicaux qui étaient des médecins qui s'occupaient des asiles à ce moment-là. Deuxième période. En 62, il y a le fameux livre Les fous crient au secours qui est publié et qui fait l'effet un peu d'un scandale qui déclenche une prise de parole publique au sujet justement de la population asilaire. Et c'est à ce moment-là, et c'est pour ça que moi j'ai mis comme période justement dans mon analyse, parce que c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler des droits des personnes. Jusqu'à présent, la procédure de curatelle publique, en fait, il suffisait qu'une personne entre dans un asile pour qu'elle passe sous curatelle publique, et là, il faudra en fait fournir quand même un certificat médical pour que ça puisse se faire. Pour un moment, pendant 10 ans, le curateur public est défini seulement comme administrateur des biens. Ça veut dire qu'il ne va plus s'occuper de la personne. Parce que ça, c'est une division, justement, c'est de nouveau ces divisions binaires. Il y a d'un côté l'administration des biens et de l'autre côté de l'administration des personnes. Dans la curatelle publique, encore aujourd'hui, il pourrait y avoir des personnes qui sont chargées d'administrer les biens et d'autres d'administrer la personne, ou finalement peut-être les corps. Mais
Et ce qui se passe au niveau aussi de la population à ce moment-là, c'est qu'on assiste à une diversité des groupes qui sont dans les asiles. Des personnes qui sont des clients privés arrivent aussi dans les asiles, donc des personnes qui ont de l'argent. Il y a aussi historiquement la psychiatrie qui, comment dire, il y a l'histoire de la psychiatrie en fait qui se déroule à côté de l'histoire de la curatelle publique et qui amène des nouveaux savoirs ou des nouveaux cadres de représentation sur les malades mentaux. Et du coup, la maladie mentale n'est plus perçue comme quelque chose qui sera forcément durable. On peut guérir les personnes. Et ça participe aussi de ce changement justement de discours sur ces catégories-là. À ce moment-là, c'est aussi qu'on voit arriver les associations de défense de droits qui ont énormément de place. La charte ah non, ça, elle arrivera après. Mais oui, il y a les groupes, oui, la charte des droits, j'indique maintenant sur la date. Mais donc, il y a une diversité de prises de parole qui est prise, et puis on s'entend davantage, en fait, sur le droit de personne, et non seulement du bien. Ensuite, de 1990 à 2019, donc, est instituée la nouvelle loi sur le curateur public. Moi, j'ai appelé ça l'inapte en devenir, parce que c'est à ce moment-là qu'est instauré le mandat pour cause d'inaptitude, qui cadre un peu différemment, en fait, les catégories. Les destinataires, ça devient les personnes qui sont inaptes ou vulnérables. L'inaptitude, elle est définie comme l'incapacité pour une personne de prendre soin d'elle-même ou de ses biens. Donc c'est comme ça que sera définie l'inaptitude. Et il y a tout un discours à ce moment-là qui est intéressant sur la capacité de discernement et l'inaptitude. Parce qu'en fait, l'inaptitude a ce caractère un peu temporaire. On peut être inapte à faire quelque chose, inapte à prendre soin de soi-même pour un moment donné. Tandis que l'incapacité de discernement, c'est comme si la catégorie est durable. Donc il y a il y a des discussions qui se font justement à propos de ce nouveau code civil pour décider finalement qu'on va utiliser le terme inapte et non incapable de discernement pour les personnes. L'objectif, c'est vraiment cet objectif d'autodétermination de la personne, d'autonomie. C'est les discours qui portent ces changements de loi en 90. Il faut aussi dire que la curatrice publique est une femme travailleuse sociale qui porte aussi une petite, en fait, ces mouvements de défense de droit. Pour faire un rapide parallèle par rapport à la Suisse que j'étudie aussi, en Suisse, au niveau fédéral, la confédération ne fonctionne pas exactement de la même manière. Il n'y a aucun débat en 1912-2012 sur la curatelle, la tutelle, rien n'existe. Il y a quelques débats parce que des services aussi de tuteur général sont institués en 1930, mais ça n'a rien à voir avec les débats qui ont lieu justement à l'Assemblée nationale québécoise, où il y a vraiment des discussions de fond, et je pense qu'ils sont quand même comme une pierre angulaire d'un cadre qui est mis autour après la protection des personnes. Même si ce n'est pas toujours appliqué, mais il y a vraiment cette importance de l'autonomie des personnes qui n'apparaît absolument pas en Suisse, en tout cas pas de cette manière. Et ça, je pense que c'est vraiment une force des mouvements qui étaient très présents à ce moment. Donc les catégories deviennent temporaires. Et un des silences, moi, qui me... Au niveau du soin des personnes, à tout moment, justement, 1945, aujourd'hui encore, en fait, quand on parle des asiles, quand on parle des institutions comme endroit peut-être de violence ou comme endroit qui était contre les droits des usagers et des usagères, on parle rarement de ce que voulait dire ce travail de soin auprès des personnes. C'est comme si, même dans les travaux en pacte de Foucault qui sont pas, c'est complètement invisible ce que ça veut dire que de s'occuper des personnes qui étaient dans ces institutions. Et je pense que c'est un angle de vue important au niveau de la protection des personnes parce que c'est là que ça joue. Et avec
les discours sur l'autonomie, il y a quand même aussi quelque chose qui se passe, c'est de rendre invisibles les inaptitudes durables. Les personnes qui n'arrivent pas à être catégorisées comme potentiellement autonomes ou pour qui justement ces discours d'autodétermination n'est pas en relation avec leur expérience. Et ça, actuellement aussi dans la nouvelle loi en discussion, c'est comme si on les rend un peu invisibles, ces personnes-là qui ne pourront pas avoir accès, je ne sais pas, pour ceux que vous connaissez, à des mesures d'assistance, enfin. Et c'est un des effets aussi du discours hein, sur l'autonomisation. Ça, c'était pour... Ah non, je ne suis pas sur le bon. Donc, en fait, hein, vous aviez le Code civil de 1866 et ensuite le Code civil du Québec de 1991, qui montre bien cette différence. Il est nommé au majeur, parce qu'on est bien avant la curatelle, au majeur, un curateur ou un tuteur pour le représenter, ou un conseiller pour l'assister dans la mesure où il est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, par suite notamment d'une maladie, d'une déficience ou d'un affaiblissement dû à l'âge, qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté. Donc on a changé par contre la catégorie du prodigue, qui met en danger le bien-être de son époux ou conjoint. Et aussi, une des catégories reste une des catégories, donc là, on est toujours dans cette administration des biens. Aujourd'hui, il y a une loi qui était en discussion à l'Assemblée nationale cet automne. Le destinataire, c'est plus les personnes qui sont vulnérables. Et la loi a changé, la rhétorique, c'est pour protéger encore davantage les droits civils et prévoir de plus une diversité de mesures. Ce que j'ai oublié de dire dans la loi de 90, c'est qu'en fait, les régimes de protection majeure sont devenus divers. Donc, il peut y avoir des inaptitudes partielles, des inaptitudes temporaires ou durables, et ça va changer justement soit du conseil au majeur, soit de la tutelle ou de la curatelle, au cas où on représente complètement la personne. Donc en fait, la volonté de la loi qui est actuellement qui était en débat, je n'ai pas analysé les débats encore de cette loi en fait. C'est justement encore de donner plus de droits civils à ces personnes. Et dans les silences, parce que j'aime bien aussi travailler autour des silences, c'est que justement le nombre de personnes qui sont sous curatelle publique, enfin qui sont dans cette situation justement où finalement le discours de l'autonomie et l'autodétermination ne permet peut-être pas d'apporter des solutions, il reste stable dans les statistiques. Enfin, il y a des gens qui sont plus amènes hein, pour en parler, mais il y a quand même comme un noyau de personnes qui reste stable. Et de nouveau, tout ce qui est de l'ordre du travail de care, en fait, du soin en personne, est peu nommé, en fait. Qu'est-ce que ça représente de prendre soin de ces personnes inaptes, vulnérables? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de travail? Et c'est une dimension du travail. Pour terminer, en fait, ce petit aperçu historique, j'ai fait un tableau avec les différentes catégorisations que j'ai trouvées dans les débats parlementaires à différents moments, justement, de la curatelle publique, et qui montre bien, en fait, hein, le fait que les personnes sont de plus en plus mises au centre, qui montre aussi ce que je disais, que derrière ces catégories, peut-être qu'on pourrait les appeler capacitistes, hein, si on utilisait justement cette perspective, en fait, masque pas l'âge, parce qu'on voit l'âge, mais masque le genre, la classe sociale, et justement ces rapports de pouvoir qui rentrent aussi. Donc en fait, là, pour cette présentation, on voit qu'il y a eu un glissement hein, d'une rhétorique justement de contrôle vers une rhétorique de protection et puis de droit, avec une personne au centre. Et que régulièrement, les changements de loi ont lieu suite à des scandales, donc des affaires qui émergent dans les journaux, dont je n'ai pas parlé, mais à tout moment des débats parlementaires, en fait, il y a des scandales, des gens
qui le patrimoine a été dilapidé, des gens pour qui les soins nécessaires n'ont pas été mis en place. Et encore aujourd'hui, hein, ces scandales ils rythment en fait la vie du curateur public. Ou à des signatures de chartes internationales ou nationales. Et ça, c'est aussi le cas en Suisse. À un certain moment, il faut signer des chartes. Et il y a des personnes à qui il faut ajouter des droits pour pouvoir signer ces chartes internationales. Et c'est à ce moment-là qu'on va s'intéresser aux personnes qui sont sous curatelle, sous tutelle, pour pouvoir signer la charte. D'ailleurs, pour l'anecdote, hein, en Suisse, les femmes ont eu le droit de vote en 71, donc très tard. Mais c'était au moment de signer justement la charte des droits de l'homme. Et en même temps, les personnes à l'assistance sociale, on en parle moins, ont également eu le droit de vote, parce qu'elles n'avaient pas le droit de vote en Suisse jusqu'en 71. Ok, là je suis un peu... En parlant des droits, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les catégories ont changé, les catégorisations ont changé, les dispositifs se sont multipliés pour s'adapter à la personne. Mais finalement, la protection passe toujours par la limitation des droits. Et il y a quand même quelque chose de l'ordre du paradoxe qui se joue, de se dire je te protège, je t'enlève des droits. Et c'est aussi une rhétorique qui est connue en termes, enfin, dans les luttes féministes, hein, il a été dit qu'on veut plus de protection. Au niveau de la population autochtone, c'est aussi ça, on ne veut pas de protection. Et c'est un angle qui m'intéresse beaucoup dans la recherche. Je n'ai pas encore justement de... Enfin, je cherche des pistes pour analyser ça, mais protection, absence de droit, voilà, c'est là. Et puis, c'est une question. Et, je dois dire qu'au niveau du cadrage du problème, des ressources, des valeurs, enfin, il y a des choses très intéressantes sur l'autonomie des personnes qui s'est fait au Québec, mais il n'y a pas de ressources financières pour les appliquer. C'est-à-dire qu'au niveau du curateur public, un conseiller a 130 dossiers. Et pour faire tout ce travail de soins à la personne et d'administration des biens. Donc, et c'est pour ça hein, que je m'intéresse à l'angle justement de ce travail de care, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Les curateurs, les curatrices privées, les proches des personnes qui s'occupent des personnes, elles passent entre 2 et 7 heures par semaine à s'occuper des personnes. Après, ça dépend, mais c'est un réel engagement, un réel investissement. Et il y a une étude qui a été faite, je ne sais plus par quel organisme, pour dire qu'en fait, pour faire bien le travail, il faudrait qu'un délégué il ait 36 dossiers maximum, et pas 130. À Genève, c'est 180. À Zurich, c'est 70. Donc c'est vraiment là, on voit aussi hein, les politiques différentes qui sont mises en place et qui permettent justement un travail de soutien. C'est quand même une histoire aussi d'allocation des ressources et de redistribution hein, dont on parle ici. Et qui explique aussi en partie les scandales parfois. Okay. Là, je suis plus dans les résultats provisoires, hein, donc de construire en fait cet idéal type de l'adulte par le droit. Et par les débats parlementaires, c'est une personne qui est pleinement responsable, apte à consentir, douée de discernement, qui sait se comporter de manière adéquate et se conforme aux normes sociales implicites, notamment d'âge. Je vous explique ça. Ça, c'est le cas justement pour des personnes en situation de handicap ou des personnes autistes qui, à un certain âge, auront encore des comportements qui sont considérés comme des comportements de l'enfance et qui ne seront plus admissibles. Et souvent, à ce moment-là, ces personnes ne vont plus sortir dans l'espace public alors qu'elles le faisaient enfant parce que leur comportement était admissible. Donc en fait, ces normes d'âge, et puis puisque justement, ces troubles de comportement ou je ne sais, enfin, ces diagnostics ne sont pas visibles sur l'apparence, en fait, ça crée un inaccès à l'espace public. Donc cet adulte idéal typique exerce ses émotions de manière rationnelle, il exerce ses droits civiques, ça veut dire qu'il a la capacité de les exercer. Ça, c'est tout à fait intéressant. On a des droits, on sait se défendre, tous et toutes, en situation d'aptitude et on les utilise. Peut disposer de ses biens de manière autonome. Ça veut dire qu'on ne va pas venir dire à cet adulte non, tu ne devrais pas t'acheter un deuxième appareil photo
parce que tu en as déjà un, alors que c'est le cas pour les personnes qui sont sous tutelle et sous curatelle, il va y avoir ce contrôle. Et il a le droit de refuser des soins. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment que c'est une figure mythique. Personne n'est totalement cet adulte-là. Par exemple, dans l'exercice des droits civils, le fait de revendiquer ses droits, ça demande justement des situations du poids de pouvoir qu'on n'utilise pas, autant dans le travail, le logement. Et du coup, la personne inapte, elle est définie en creux comme quelqu'un qui ne s'acquitte pas de toutes ses responsabilités, et inapte à consentir, incapable de prendre des décisions. Il y a parfois des troubles de comportement, ça veut dire qu'elle a des comportements qui sont socialement perçus comme inadéquats, se laisse guider par ses émotions. Elle est inapte à exercer ses droits civils, donc il doit avoir du soutien dans l'exercice de ses droits civils. La personne inapte, elle est justement soumise à un budget, à des limites dans ses dépenses, même quand elle a les moyens financiers de dépenser. Donc il pourrait y avoir un contrôle. Après, avec les mandats de protection, il y a évidemment différentes possibilités. Ça veut dire que certaines personnes considérées comme inaptes ou partiellement inaptes auront certains de ces droits de l'adultérité. Et pour continuer justement l'analyse de la curatelle et des tensions dans la curatelle, parce que j'y reviendrai après, mais en fait, que ce soit la curatelle ou la tutelle, qu'elle soit publique ou privée, ce que j'ai aussi trouvé dans mon terrain, c'est énormément de souffrance. Vraiment des situations où les gens sont en colère, sont frustrés, sont impuissants, sont démunis, crient, vont dans toutes les associations, essayent de trouver des solutions, soit veulent changer de curateur, soit veulent avoir des informations sur les personnes qui sont sous curatelle. Et vraiment, cette souffrance, elle était présente dans le terrain. Et d'une manière très... il y avait une intensité de cette souffrance. Et du coup, en suivant les théories du Pierre, justement, en fait, qui perçoit que la dépendance, elle est perçue comme nécessaire et même positive. On vit en interdépendance, on est interdépendants les uns des autres, on ne sait pas tout faire, seulement il y a certaines activités qu'on ne sait pas faire et qui ne sont pas valorisées, par exemple comme l'emploi ou le fait de s'occuper de ses tâches administratives. Simplement, par exemple, dans un couple, il est fort possible qu'une seule personne fasse de l'administration et l'autre ne sera pas du tout intéressé par ça. Ça veut dire qu'on vit dans cette interdépendance. Et par contre, le droit est fondé sur une autonomie individuelle. C'est comme si les individus étaient seuls et doivent accéder à l'autonomie tout seuls de manière individuelle. C'est un produit, ces sociétés individualistes cultivent ce mythe de l'indépendance et ce statut, on devrait y arriver tout seul. Et du coup, il y a le concept de l'autonomie relationnelle, notamment développé par Marc-Denis et Christie, qui permet en fait de voir un individu contextuel en interdépendance et qui peut justement augmenter son réseau d'interdépendance. Et une des questions, en fait, comment est-ce que quelque part le droit, si le droit avait une vision de l'individu en interdépendance, est-ce que ça produirait justement ces manques? Parce que dans les systèmes de protection, il y a des tensions. Je reviens parce que en prenant la perspective du proche, parce que quand on parle d'une personne qui est sous régime de protection, ce n'est pas la personne seule qui va subir les conséquences du régime de protection. C'est aussi les personnes qui l'entourent. Et parce que cette personne, elle vit en interdépendance quand elle a des personnes qui l'entourent, parce qu'il y a aussi des personnes qui vivent seules. Et quand en fait cette personne-là, on la définit comme inapte à s'occuper d'elle-même ou à administrer ses biens, partiellement, temporairement, il se peut que ce soit un proche qui soit nommé curateur, tuteur au bien et à la personne. Quand c'est le cas, en fait, à ce moment-là, les personnes, elles peuvent garder toutes les dimensions du lien. C'est pour ça que je parlais des affects, parce que la relation, elle n'est pas seulement matérielle, elle est affective. C'est une relation de soins, c'est où ça se termine, en fait. Je prends soin de ma mère, donc je m'occupe de son administration pour elle, mais c'est dans une perspective de lien, en fait, multidimensionnelle. Dès le moment où ces personnes, justement, s'occupent d'un proche, la charge de travail, la charge émotionnelle est lourde pour les personnes.
D'ailleurs, il y a des personnes qui vont refuser de s'occuper des proches parce que c'est trop difficile. Il peut y avoir un déplacement de la relation d'autorité. Par exemple, si je deviens curatrice ou tutrice de mes parents, la relation d'autorité, justement, en vertu de l'âge, va se modifier. On parlait du code civil avant, où moi je devais obéissance à mes parents, ben, on la retourne. La même chose pour des frères et sœurs qui vont devoir limiter le budget, en fait, d'une personne de leur fratrie. Et ce qui pose des questions difficiles. Ce qui se passe aussi, ce que j'ai trouvé chez les curateurs et curatrices privées, c'est que autant en Suisse qu'au Québec, ils doivent rendre des comptes à l'institution, au tribunal ou bien chez le curateur public. Et il y a aussi une dimension émotionnelle de la peur de faire faux, de la peur d'être signalé, parce qu'on peut faire des signalements si on pense qu'une personne s'occupe mal de et de l'autre côté, il y a aussi la priorité pour le curateur public, c'est de désigner des proches et des membres de la famille pour s'occuper de ça. Il y a une injonction en vertu de cette relation affective. Il y a une sorte d'obligation qui se joue là. Quand les personnes sont sous curatelle ou tutelle publique, en fait, les proches des personnes qui sont sous un régime de curatelle ou tutelle publique, en fait, il y a un déplacement des limites considérées normalement comme le privé ou le public. Ça veut dire que quelqu'un va être entre la relation d'un proche, d'une proche, et justement de son père, de sa mère, de son frère, de ses enfants. Et au Québec, ce qui se passe, c'est qu'il y a pour protéger les personnes, en fait, il y a une confidentialité, mais c'est très difficile d'avoir accès au dossier. Et dans ces moments-là, les personnes peuvent vraiment vivre, ils l'expriment par de la souffrance, le fait de ne pas savoir, déjà, des fois au niveau des soins, ce qui se passe pour les parents, au niveau de l'héritage, parce qu'on peut être dans des histoires aussi de succession, de ne pas savoir ce qui est fait avec les biens. Et il y a quelque chose de l'ordre de la perte du lien qui se passe avec ces curatelles publiques. D'ailleurs, l'image pour le curateur public, depuis le début et encore aujourd'hui, que je peux retrouver dans certains débats, c'est le bon père de famille. Ça reste le bon père de famille. Donc, aussi une dimension genrée de cette personne. Et ce que ça produit aussi, c'est qu'il y a des mauvais ou des proches aidants. Parce que finalement, c'est le curateur, c'est le tribunal, c'est les travailleurs sociaux, la travailleuse sociale qui, en faisant une évaluation psychosociale, va dire non, cette personne n'est pas la meilleure personne pour s'occuper de ses parents, pour s'occuper de ses frères et sœurs. Donc on est en train de construire aussi les bons ou les mauvais proches aidants. Et il y a aussi une dimension sur, de nouveau, un propos. Et c'est pour ça que de penser en dehors de cette binarité entre raison, émotion, affectif, parce que la relation entre deux personnes, elle est multidimensionnelle et le droit ne prend pas ça en compte. À l'heure actuelle, moi, je suis en train d'élaborer une typologie des situations que j'ai collectées, justement en termes d'agime curatelle, mais en termes de régime de protection, parce que ce n'est pas que des curatelles, c'est aussi des mandats pour cause d'inaptitude. Puis, en conclusion, là, on a vu, en fait, où je veux rappeler qu'il y a des catégories sociales qui ont lutté et qui luttent encore pour avoir ce fameux droit d'agir. Ce droit se fonde sur un individu mythique, indépendant, et non sur un être en relation d'interdépendance. Il peine à penser les interdépendances aussi affectives entre les personnes. Il se fonde sur un modèle capacitiste, ça veut dire qui évalue en creux, qui évalue les autres comme déviants par rapport à une norme. Et puis, cette rhétorique de l'autonomie aussi, qui rend invisible une attitude durable, parce qu'il y a vraiment des situations, par exemple des personnes qui sont diagnostiquées comme autistes, ont, ce que me diraient les parents, ont cognitivement en fait, les capacités d'une personne de 18 mois. Comment on parle d'autonomie? Où est l'autonomie? Et il y a peu de réponses par rapport à ça. Et puis aussi, ça c'est une tension qui m'intéresse, c'est cette binarité entre raison et émotion. Donc un être humain rationnel capable de discernement en tout temps et des émotions qui seraient dévastatrices et qui empêchent la rationalité. Le père n'est pas justement d'intégrer la dimension émotionnelle dans le droit. Et puis que les émotions, c'est la chose sont
très de rapport de pouvoir asymétrique. Au niveau de la curatelle publique et privée, c'est vraiment à un moment donné, un individu seul face à une institution, l'écart de pouvoir est visible et on est, selon lui, ça rend totalement impuissant. À partir de demain, parce qu'il m'a dit 24 à 48 heures. La rationalité est un élément important hein, de l'individu humaniste, on va dire. Et pour terminer, je veux dire, quand on voit l'état du monde actuel, le creusement des inégalités, ce qui se passe au niveau climatique, on doit se poser la question de qu'est-ce que c'est doué de discernement? Les dirigeants des gouvernements sont doués de discernement. Ils sont aptes à décider. C'est pas la même type. Même quand j'appelle,